Avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui et mes invités, j'aimerais simplement souligner que le monde littéraire a vécu une grande perte la semaine dernière avec la disparition de Madame Madeleine Ferron. Madame Ferron est une grande dame de la littérature, bien sûr, mais aussi une très grande dame de la Beauce. Madame Ferron était l'épouse du regretté Robert Clich, et c'est elle qui présidait la Fondation Robert Clich pour la protection du patrimoine beauceron. Elle était aussi la sœur de l'écrivain médecin Jacques Ferron, également décédé. Alors, nos pensées accompagnent ses proches, sa famille, ses amis. Bon, et maintenant, sans plus tarder, nous allons vous présenter cette émission spéciale aujourd'hui, une émission dans le cadre de la semaine du 8 mars, la Journée internationale de la femme. Alors, c'est deux invités, deux femmes, une première poétesse, auteure de nouvelles, dramaturge, essayiste, Mme Louise Cotenoir, et avec moi présentement, une très jeune auteure, Mélanie Boilard, dont c'est le premier roman, un premier roman qui s'intitule « Au passage d'une vie » et c'est publié aux éditions du Mécène. Alors, bonjour Mélanie et bienvenue sur le plateau. Mélanie, je disais, une très jeune auteure, bon, ça se voit déjà. Vous aviez quel âge lorsque vous avez écrit ce roman-là, Au passage d'une vie? Je l'ai publié, j'avais 16 ans. 16 ans, donc vous étiez au secondaire? Oui. C'était reçu comment? Bien, je veux dire, au niveau de vos amis et tout ça, bon, parce que c'est pas habituel, je pense, que une petite fille de 16 ans qui arrive, puis oups, qu'il y a un roman qui fait quand même un petit peu plus de 150 pages, d'ailleurs. Ouais. Bien, mes amis proches, ils savaient que j'aimais écrire déjà, puis que je voulais publier. Fait que pour eux, c'était juste la réalisation d'un rêve. Mais pour les autres qui n'avaient aucune idée, qui ne me connaissaient pas, ils trouvaient ça spécial que ça arrive, là. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné le goût? Ça vient d'où, cette idée-là? De publier ou juste d'écrire? Oui, d'écrire comme ça. D'écrire, je pourrais même pas dire d'où ça vient parce que ça a toujours été en moi. Ça vient peut-être parce que ma mère aimait lire au début, que je suis née dans les livres, puis que j'ai toujours eu ça en moi, genre. OK, on va parler justement d'Au passage d'une vie. C'est l'histoire d'un petit garçon au départ qui, bon, devient adolescent, etc., au fil des pages, mais c'est un petit garçon pour qui la vie semble facile, tout va bien, jusqu'au jour où il apprend qu'ils doivent déménager, s'en aller dans une grosse ville. J'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu de Maxime et de sa famille. Bien, c'est ça. Au départ, Maxime, il a une vie paisible, comme vous disiez, puis pour lui, la vie, c'est facile. Puis jusqu'au jour où justement, il faut qu'il déménage. Son père a eu une augmentation, puis il faut qu'il parte dans une grande ville. Puis c'est à partir de là qu'il se rend compte que son père, c'est pas nécessairement celui qu'il pensait qu'il était. Il découvre son homosexualité, il découvre que toutes les fois où il a semblé méchant, qu'il a semblé, violent, ben c'était pas pour rien. Parce que le jour où il découvre justement qu'il est homosexuel, ben le réflexe à Maxime, c'est de faire le plus de bruit possible pour montrer qu'il les a vus. Ouais. Puis il va se cacher dans sa chambre. C'est à ce moment-là que son père, il donne la première volée de sa vie. Puis ça reste ancré dans sa tête. Oui, parce qu'au départ, Maxime, lorsque son père, bon, avait certaines colères, c'est un peu, bon, il voyait la force du père et à quelque part, il en était content. Mais là, c'est pas juste une manifestation d'autorité, là. Ça a été vraiment la violence et ça a continué. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a dégénéré? Qu'est-ce qui a fait que vous avez amené votre le personnage du père à devenir si violent? Parce que ça se passe d'un coup, là. Oui. Bien, je dirais que je voulais qu'il soit violent, comme je le voulais pas, mais tu sais, c'était comme le but de l'histoire, là. Puis il fallait comme que je trouve une façon, puis je me suis dit, bien, s'il découvre qu'il est homosexuel, puis que lui, il voulait vraiment cacher ça, il fallait pas que ça paraisse, tu sais. Sinon, ça brisait tout le modèle qu'il avait fait, dans le fond. Oui. Fait que vu que le petit gars, il découvre ça, puis qu'il se dit, il pourrait le dire, bien, il faut vraiment qu'il garde ça secret, comme. Parce que Maxime s'est senti trahi. Ouais. Il a senti aussi la trahison de Il a senti sa mère qui avait été trahie. Oui, lui, dans sa tête, c'était vraiment lui qui avait fait éclater la famille, là. Okay. Dans la tête d'un petit gars de 6 ans, c'est ça que ça fait, là. OK. Puis même plus vieux, même adolescent, parce que quand il le retrouve après, un peu plus tard, il y a quoi, 16 ans, je pense, et qui descend à l'appartement... oui, j'ai 12 ou 13. 12 ou 13 ans, oui. Et là aussi, là, il n'y a vraiment plus rien à faire. Non, plus rien.
Bon. D'où est venue cette idée-là? C'est quelque chose d'autobiographique? Non, on fait souvent ça parce qu'on dit les auteurs, à leur premier ouvrage, c'est souvent autobiographique. Ouais, c'est pas votre beaucoup cas. qui me l'ont demandé, cette question-là. Puis non, vraiment pas. J'ai tout fait pour pas que ça soit autobiographique. Premièrement, le personnage principal, c'est un gars. Okay. Fait que ça prouve déjà que ça se rapporte pas à moi. Puis non, comment c'est né? Ouais. Je sais pas, quand j'écris pour écrire, puis les idées se développent au fur et à mesure. Fait que je me suis pas levée un matin et ça fait « Ah, je pourrais écrire ça ». Non, c'est graduel. Là. Ça a pris combien de temps, l'écrire? J'ai commencé, j'avais 13-14 ans, Okay. puis je l'ai publié à 16. Fait que 2-3 ans. Et là, j'imagine qu'il doit y avoir des projets parce que, bon, on a un premier livre publié. Je ne sais pas si vous avez fait le Salon du livre ou si vous allez le faire. Oui, j'ai fait le Salon du livre, je le fais cette année aussi. Vous le faites cette année aussi, donc avec le milieu vraiment. Est-ce que ça vous donne le goût d'en écrire d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres projets? J'en ai commencé un, mais là, avec le cégep, c'est pas mal dur de tout le temps. Fait que j'écris pendant l'été, les vacances de Noël. Fait que ça avance pas vite, mais c'est sûr qu'il va en avoir un deuxième. Dernière petite question, juste avant de passer au questionnaire de Proust. Pourquoi un garçon? Est-ce qu'une petite fille n'aurait pas pu vivre la même chose? Ou si c'est parce que vous ne vouliez pas pantoute être identifié? Ça aurait pu être une fille, mais dans l'environnement où je voulais l'apporter, je voyais plus un garçon. Okay. Je voulais un univers de drogue, un univers de centre. Je voyais plus un garçon dans cet univers-là. Puis... Oui, parce qu'il plonge, Maxime. Oui, il plonge profond. Il plonge, oui, on va dire, pas à peu près. Exactement. Alors, moi, j'invite tout le monde à le lire. Ça s'appelle « Au passage d'une vie ». C'est écrit par Mélanie Voilard. Mélanie, on va faire, si vous voulez, le questionnaire de Proust. Oui. Votre mot préféré? Mon mot préféré? Oui. La beauté. Le mot que vous détestez? Le mot que je déteste? J'en ai aucune idée. Les mots laids. Votre juron, gros mot, blasphème préféré? Maudine de bine. La qualité que vous préférez chez un homme? L'honnêteté. La qualité que vous préférez chez une femme? L'honnêteté. Votre principal défaut? Je suis impatiente. Votre principale qualité? Je suis respectueuse. Quel serait votre plus grand malheur? Me réveiller dans 20 ans puis je me rendre compte que j'ai gâché ma vie puis que j'ai fait gaffe par-dessus gaffe. Si vous avez une devise, c'est laquelle? Profite de l'instant présent. En terminant, je vous demanderais peut-être, juste pour donner le goût encore plus, de lire la 4e de couverture, Parfait. qui résume bien. Hop. On vous écoute. À cet instant précis, j'ai cru mourir. Le monde s'est effondré sous mes pieds. J'ai tiré la valise sur mon lit et je l'ai ouverte. Je me suis assis sur le sol, j'ai posé ma tête sur mes bras croisés et j'ai tenté de saisir. J'avais les yeux pleins de larmes en voyant tout ce qu'elle avait mis dans ma valise lorsque j'étais dehors. J'ai refermé le tout et je me suis levée. Un rapide regard dans la chambre m'a permis de comprendre qu'une page supplémentaire se tournait sur ma vie. Et à ce moment-là, je n'avais aucune idée du monde dans lequel je devais m'aventurer. J'ai fermé la porte d'entrée derrière moi et je me suis dirigée vers la voiture. J'ai ouvert la portière et je me suis assis. En entendant la voiture qui démarrait, j'ai laissé tomber ma tête sur l'appui-tête et j'ai jeté un dernier regard à la maison qui disparaissait au loin. Merci beaucoup, Mélanie. Nous allons rejoindre Nathalie Lecourt pour le choix de la libraire cette semaine. Bien, Nathalie, qu'est-ce que vous nous proposez cette semaine? Alors, cette semaine, j'ai choisi de vous parler du livre « Choisir de vieillir en vivant ». C'est un livre qui a été écrit par M. Gilles Godbout. C'est un prêtre. Et puis, lui, il a travaillé beaucoup dans le milieu pastoral, dans les centres hospitaliers et dans les centres d'hébergement pour les personnes âgées. Alors, son livre, aujourd'hui, il comprend 2 parties. La première, c'est le journal d'une dame qui demeure dans un centre d'hébergement. Elle a choisi d'écrire ce journal-là pour laisser un souvenir à ses enfants. Et puis, dans ce journal, elle explique où elle en est rendue dans sa vie, qu'est-ce que la souffrance, la mort, le pardon. Et puis, dans la deuxième partie, l'auteur reprend certains thèmes abordés dans le journal et puis explique davantage pour nous faire comprendre que vieillir, on peut le faire d'une façon sereine,
puis en ayant des choix là, de vie pour continuer là, jusqu'à la mort. Ça fait partie de notre vie ensemble. Ben oui, c'est vrai. Alors, ben c'est ça. Il y a différentes choses qu'on peut accepter, comme la souffrance, la vieillesse. Nathalie, je vais être encore obligée de vous couper. Je m'en excuse. C'est tout le temps qu'on a. On vous remercie. Vous pouvez peut-être leur montrer, nous dire le titre « Vieillir en vivant ». De M. Gilles Godbout, qui est prêtre et qui travaille dans le milieu hospitalier. Merci beaucoup. Bonne lecture. Et re-bienvenue. J'accueille maintenant Louis Scott-Noir sur ce plateau. Louis Scott-Noir, qui est connu ici dans la région aussi comme professeur pour avoir enseigné pendant plusieurs années au Cégep de Thetford-Mines. Puis il est connu pour sa poésie, bien sûr, mais c'est aussi une auteure de nouvelles, c'est une essayiste, c'est une dramaturge avec, je dirais, Louise, une feuille de route assez impressionnante. Si vous voulez, avant qu'on commence, je vais juste donner un petit aperçu de, par exemple, en poésie, Les Îles, qui vous a valu une nomination pour le prix du gouverneur général du Canada en 2006. Ensuite, toujours en poésie, Dis-moi que j'imagine. Alors là, nomination au prix Poésie Alain Grandbois de l'Académie des lettres du Québec. Ensuite, le rendez-vous par correspondance qui est suivi de Les Prénoms, deuxième prix au prix Alfred Desrochers en 84, mise en nomination au prix Émile Nelligan la même année. Dans les nouvelles, Carnet américain, mention spéciale du jury au prix Adrienne Choquette et deuxième prix au prix Alfred Desrochers, le déconvenu des prix encore. La pièce Si Cendrillon pouvait mourir, qui vous a valu le deuxième prix Alfred Desrochers également en 84. Alors, ça fait tout un parcours. Disons qu'après 30 ans d'écriture, c'est un peu normal qu'on accumule certaines nominations et surtout qu'on acquiert ce que j'appelle une expérience en écriture. Alors, c'est pour ça que peut-être aussi je me permets aujourd'hui de me diversifier, mais disons que mon créneau principal restera toujours la poésie. La poésie, la poésie, l'écriture, ça a toujours fait partie de votre vie? Ça a toujours été à l'origine de l'écriture. Le domaine poétique permet, contrairement au roman, d'éclipser certaines questions, surtout ne pas être confronté avec des notions de logique. S'il tient quelque chose dans une main et de l'autre autre chose, il ne peut pas avoir une troisième main. Il faut être très logique, très cohérent. La poésie, avec les figures, le rythme, avec les images, permet à ce moment-là des dérapages qui me plaisent infiniment. Mais il faut dire que moi, je fais surtout de la prose poétique. Donc, comme s'il y avait une petite histoire derrière, mais qui est toujours éclipsée par le côté poétique. Mais c'est pas tout de même le chemin le plus facile en littérature. Déjà qu'au Québec, on sait que les écrivains très connus qui s'y réussissent à vendre 3 000 à 4 000 exemplaires, c'est beaucoup. Alors là, en poésie, Victor Lévy-Beaulieu me disait, il dit, quand je vends 4 000, je suis heureux. Tu sais, alors là, je me dis, la poésie... C'est Victor Lévy-Beaulieu, il peut en vendre 4 000. Aujourd'hui, on fait des petits tirages. Mais c'est une chose très paradoxale parce que, oui, la poésie se vend mal, est peu connue, est mal vue. Sans doute que nous la présentons mal comme telle, mais il reste qu'au Québec, c'est étrange, ce paradoxe, parce que remarquez que seulement l'année dernière, il s'est publié en langue française, là j'inclus l'Acadie et les auteurs francophones de l'Ontario, presque 90 recueils de poésie. Donc, pour une population de peu de lecteurs, le Québec est très prolifique au niveau de ce genre-là. Et contrairement à ce qu'on annonce partout, la poésie est plus difficile, moins accessible. C'est étrange qu'il y ait autant de maisons de poésie qui en publient et autant de livres pour une si petite population. Alors, c'est un phénomène très étrange que je ne pourrais pas vous expliquer moi-même. C'est certain que je n'ai pas vécu de ma plume, pour prendre une expression. Ouais. J'ai été enseignante pendant 34 ans au Collège de Thetford, mais parallèlement, je ne saurais vivre sans l'écriture. C'est essentiel. Je ne peux pas respirer sans qu'il y ait un texte quelque part, pas nécessairement écrit, qui se mijote, qui s'écrit sur un bout de papier, qui va devenir à un moment donné un projet d'écriture.
en écriture, vous avez aussi touché au théâtre. Bon, particulièrement une pièce qui a été créée ici à Thetford Mines. Et comme on est dans la semaine de la Journée internationale des femmes, cette pièce-là avait été jouée et a fait un certain bruit, je crois. Ça s'appelle « Si Cendrillon pouvait mourir ». Tout à fait. Alors, c'est un projet qui est venu d'une façon très, très, très chaleureuse, d'une collaboration entre la Polyvalente de Thetford, le Cégep de Thetford, et ce sont donc des étudiantes, même la mère de certaines étudiantes ont participé à ce spectacle-là. Nous étions en 1975, donc la date de la création de cette fameuse Année internationale des femmes. Et donc, il y avait beaucoup de projets, beaucoup d'activités du côté de l'écriture des femmes. Or, on s'est dit, ben, nous, on aimerait qu'à Thetford, nous avons le potentiel, nous avons des gens compétents pour le faire. Et alors, on a réuni toutes ces femmes qui ont créé ce spectacle, Si Cendrillon pouvait mourir. Et par la suite, il y a eu cet événement magnifique, c'est-à-dire que dans le choix des pièces à présenter, nous l'avons d'abord présentée ici à Thetford, à Blackleg, mais elle a été choisie pour être présentée, pour représenter toute la région à Québec également. Donc, c'est une pièce qui met en œuvre ce que j'appelle, moi, une monstration de comment on fabrique les petites filles. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on s'est servi, entre autres choses, de plusieurs livres, mais particulièrement un bouquin que je recommande à toutes les jeunes femmes, adolescentes et plus âgées de lire, qui s'appelait Du côté des petites filles, de Madame Bellotti, aux Éditions des femmes. Et ce livre-là indique comment on apprend petites filles à devenir, en jouant aux poupées, en faisant des dinettes, etc., à se comporter comme des petites filles, à avoir des jeux de petites filles qui reproduisent bien à l'avance les rôles et les fonctions qu'elles auront dans la société d'épouse, de mère, et bien sûr avec des figures, nous sommes en littérature, il ne faut pas l'oublier, de la Putain et de la Vierge Marie, qui sont évidemment des représentations symboliques avec lesquelles toutes les femmes se coltaillent un jour ou l'autre. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là d'écriture féministe, dans le cas de votre pièce? Si Cendrillon pouvait mourir est éminemment inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui une écriture au féminin, parce que le mot féministe a été beaucoup galvaudé. Moi, je m'en tiens et j'aimerais beaucoup qu'on apprenne cette citation intégralement de Virginia Woolf, qui a écrit dans l'art du roman cette phrase magnifique: « Une féministe, c'est quelqu'un qui est conscient que la situation des femmes et le traitement qu'on donne aux femmes n'est pas le même que l'on donne aux hommes et que par conséquent, leurs écrits témoignent de cette différence-là. » Si on reprend le mot féministe dans cette acceptation-là, moi, je vote, je suis partie prenante et je vous dirais là-dessus que le titre de féminisme qu'on m'accole le plus souvent, on oublie la qualité d'écriture de mon texte parfois même, mais je le maintiens et je signe, comme dirait l'autre, c'est mon titre de gloire. Je ne serais pas écrivaine, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas été consciente de cette différence-là. Oui, parce que dans votre poésie aussi, on retrouve la place de la femme. C'est toujours le personnage central, mais en même temps, j'essaie de montrer tout le travail que des femmes doivent faire sur le langage avant de s'y inscrire dans ce langage-là. Parce que la langue, je ne vous apprendrai rien, elle est masculiniste, elle est misogyne. Tout ce qui est adjectival, tout ce qui est nominal, la féminisation des titres a pris des années à venir au monde au Québec, sans compter tous les accords des participes passés que j'ai tellement enseigné si longtemps. Donc, on est toujours en tant que sujet femme, d'ailleurs, on n'existe pas comme sujet femme, dans la grammaire elle-même, nous sommes les objets, les compléments d'objets directs, nous sommes complémentaires de l'homme, et quand une femme a du caractère, de la volonté, c'est parce que c'est une entêtée, une folle, qu'elle est marginale, elle doit avoir un problème quelque part, ou alors elle a été vraiment violentée dans sa vie. D'ailleurs, très
souvent, on me dit « Oh, Madame Côte-Noire, c'est terrible ce que vous écrivez sur les femmes. Est-ce que vraiment vous avez vécu des choses pareilles? » Non, mais la souffrance de ces femmes-là, en tant que femmes, mais proches, il y a une forme de compassion qui s'établit à l'égard du genre dit marqué en grammaire. Si vous allez au Robert, c'est ce qu'on dit du féminin, c'est le genre marqué. Donc, on peut le prendre dans tous les sens qu'on voudra. Et à ce moment-là, c'est certain que moi, mon travail premier, c'est le langage. C'est un affrontement quotidien avec la langue pour ne pas reproduire des symboles négatifs, pour ne pas mettre des personnages féminins dans des positions de défaite ou de victimisation. Est-ce que c'est plus dur d'être une écrivaine qu'un écrivain? Si on est... Aujourd'hui encore? C'est toujours difficile d'écrire, point, à la ligne, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Parce qu'on a des siècles de culture et de livres et d'excellents livres derrière nous. Donc, quand on veut s'inscrire en littérature, il faut qu'on ait cette petite voix personnelle qui nous dit, ben, mais moi, je vais prendre un angle différent, peut-être fragile, peut-être étroit, mais qu'on n'a pas encore touché, sur lequel on ne s'est pas questionné. Alors, évidemment, quand on arrive avec la situation des femmes, on a beaucoup d'angles morts à fréquenter et beaucoup de lumière à jeter sur la vie des femmes. Alors, évidemment, en écriture, on a un énorme travail à faire avec cette langue d'abord, avec les représentations symboliques et surtout, je pense que là, je rejoins tous les écrivains, qu'ils soient hommes ou femmes, il faut se démarquer, trouver sa propre voix. Justement, parlant de propre voix, tantôt, on avait sur le plateau une jeune écrivaine de 17 ans. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes qui viennent vous voir et qui vous disent « Louise, je veux écrire » ou « Louise, j'écris ». Eh bien, d'abord, la première chose que je... Principalement aux filles aussi, oui, mais la première chose que je vais dire à quelqu'un qui est intéressé ou quelqu'un qui veut écrire ou qui a déjà écrit des choses, c'est de se dire, il faut lire, 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 pour trouver ton angle à toi. Deuxième des choses, je leur dis toujours, parle-moi de toi. Tu vis en 2010. Qu'est-ce qui te questionne dans ce monde-là? Qu'est-ce qui t'interroge? Qu'est-ce qui te fait de la peine? Qu'est-ce qui te réjouit? Parle-moi, comme dirait l'autre, la belle chanson, parle-moi de toi, de ton univers. Et à ce moment-là, tu vas arriver plus facilement à ta petite voix personnelle, à ta petite musique intérieure. Sinon, c'est du travail. Et troisième élément, recevoir toutes les critiques, surtout les plus méchantes, celles qui vous mettent à terre en disant « mais j'ai foutu rien, c'est mauvais, je ne sais pas écrire, je fais des fautes ». Tu les reçois toutes ces critiques-là et tu te dis « je me réassois à ma table, je regarde ce que la personne m'a dit, je prends des choses, j'en laisse et ce n'est pas grave si j'enlève un adjectif ou un pronom personnel qui ne convient pas et qui ne met pas en valeur la parole que j'ai à mettre dans mon livre. » Ça, c'est les trois principales choses que je vais dire à quelqu'un qui veut écrire. Est-ce que ça vous est arrivé? La dernière fois que j'ai reçu le manuscrit de mon recueil, Le Cahier des villes, ils ont, dans des bonnes maisons d'édition comme l'Instant même, des correctrices. Ouais. Ça fait 30 ans que j'écris. J'aurais dû, malheureusement, je n'ai pas pensé, vous apporter le manuscrit corrigé. Et vous auriez été estomaqué de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut être très humble et dire, ben voilà, je vais regarder cette personne-là, elle est compétente dans son domaine. Il y a des choses auxquelles je tiens, que je vais garder, mais pour le reste, je vais écouter cette personne-là qui est compétente dans la correction et qui s'y connaît. Et avec de bons éditeurs, on risque d'avoir un livre de qualité.
Et c'est ce que je trouve qui manque un peu par les temps qui courent. Beaucoup de gens s'improvisent en édition et c'est dommage parce qu'ils laissent publier vite, facilement, de jeunes auteurs qui devraient faire d'abord leurs premières armes, travailler, lire, corriger, montrer, se trouver éventuellement, comme je le disais tantôt à la jeune fille, se trouver des endroits comme par le biais de l'UNEC, ou l'Union aussi des auteurs des cantons de l'Est. Il y a des programmes de compagnonnage où on a un vrai auteur qui accompagne la démarche en écriture, quel que soit le genre. On va trouver un auteur qui est en relation avec le genre que la nouvelle ou le nouveau auteur veut travailler et on va lui donner un coup de main, on va l'accompagner dans cette démarche-là, en plus de toutes les connaissances du milieu qui, bien sûr, sont un atout. Je pense que c'est véritablement un bon conseil à donner. Justement, on va en parler brièvement. C'est le troisième, le dernier de la trilogie. Je vais vous présenter aussi comme auteur de nouvelles. Ce serait intéressant un petit peu de nous en parler rapidement. On a un petit 2 minutes encore. D'accord. Mais très rapidement, pour les gens qui s'intéressent d'abord de la nouvelle, c'est plus accessible, on va dire, puisque ce sont des petites histoires. Alors, le projet était celui-ci, La Déconvenue, parce que j'ai obtenu la bourse qui me donnait un séjour de 6 mois à Paris. Il y a un studio du Québec à Paris. Donc, j'ai écrit le premier volet de cette trilogie qui s'appelle La Déconvenue. Il s'agit uniquement de la ville de Paris avec uniquement des personnages féminins. Je ne vous étonnerai pas. Dans le deuxième volet, je me suis dit, ah bien, si j'avais un beau projet pour avoir un autre studio, celui de New York, d'où le carnet américain, que New York, que des hommes, cette fois-ci, qui prennent la parole. Et le dernier volet, le cahier des villes, là où je me promène à travers des villes européennes. Et il y a des hommes et des femmes. Qui se rencontrent là. Voilà. Et il y a 12 nouvelles pour les 12 mois de l'année, côté structure du recueil. En terminant, pour peut-être donner le goût puis un petit aperçu de ce que c'est, si vous voudriez nous lire un extrait. Bien, comme vous avez ouvert l'émission avec le 8 mars, je vais vous lire simplement le premier paragraphe d'une petite nouvelle qui fait écho à une nouvelle de La Déconvenue. Dans La Déconvenue, c'était le mystère de la gare. Il y avait une petite fille. Dans celle-ci, le titre, elle avait 5 ans et un papa. 2 heures du matin. La canicule d'eau. La petite fille n'arrive pas à dormir. Anonyme, banal, il lui tient la main. Tous deux marchent, leurs pas en cadence. C'est elle qui impose l'ampleur de ses enjambées. L'homme renonce à son allure d'homme, se promène avec nonchalance, en attente d'un baiser, peut-être. Il patiente à cette heure lourde, conscient de sa pesanteur, et rêve de légèreté. Il a froid soudain. Le dimanche se balance entre les canaux et la musique des carillons. L'enfant s'arrête, le libère de l'angoisse. Un ange. Elle veut absolument nouer le lacet défait de sa chaussure. Il envie sa témérité, l'aime sans condition. Elle parle beaucoup, très vite, d'une manière dont il faut nouer le lacet, la mine tout échauffée, en sueur, sous l'effort. L'homme caresse la joue, la félicite de son exploit. Elle a 5 ans et un papa. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avons. Alors, merci à vous aussi et à la semaine prochaine.